Les zoos humains étaient un phénomène vraiment très populaire en Europe et aux États-Unis pendant environ 80 ans, de 1870 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La première fois que j'ai entendu parler des zoos humains, c'est par le livre de Pascal Blanchard. Il y a peut-être plus d'une dizaine d'années. Je suis le commissaire général, c'est celui qui essaye de porter le discours, le discours qui sera un discours le plus accessible possible, un discours qui emmène les gens à une vraie réflexion, c'est-à-dire éviter que les personnes soient dans l'exposition et tombent dans une colère ou tombent dans une distance en disant oui, c'était comme ça dans le passé. Nicolas Bancel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien à l'Université de Lausanne en Suisse. Pendant 3 jours au Memorial Act, vous allez tenter de nous expliquer pourquoi il est important de comprendre d'où vient l'invention du concept de race. Je crois fermement que cette histoire va nous apprendre beaucoup de choses sur le présent. Je pense qu'ici en Guadeloupe, on est très conscient avec le passé colonial, le passé esclavagiste aussi. Eh bien, je pense qu'il faut remonter à la genèse de tout cela pour comprendre dans quelle société on vit et quels problèmes ce concept pose aujourd'hui. C'est la première fois que dans la Caraïbe, une expo est proposée sur l'histoire des zoos humains. D'une découverte comme ça a été en Europe, il y a 7 ans qu'on a proposé la première fois cette expo avec Lilian Thuram et Daniel Snob au musée du Quai Branly. Pour moi, ce qui est très important, c'est faire en sorte que les gens comprennent que nous sommes le fruit de cette histoire et qu'aujourd'hui encore, il y a cette hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Il y a des personnes qu'on perçoit comme des sauvages. C'est pour ça que je dis que lorsque nous sommes dans cet espace-là, nous devons aussi réfléchir aujourd'hui à comment on traite par exemple les migrants, les réfugiés, et comment aux Antilles parfois certains ou certaines pensent que peut-être que les Haïtiens seraient des sauvages. C'est-à-dire vraiment essayer d'arriver à que les gens se questionnent vraiment. Les grandes encyclopédies de Buffon et de Linné vont pour la première fois introduire des catégories d'humains différents. Et c'est à partir de là que progressivement va s'institutionnaliser au XIXe siècle ce qu'on va appeler l'anthropologie raciale, qui est l'anthropologie des races. Cette exposition, elle permet de comprendre comment les imaginaires ont pu fabriquer l'invention du sauvage. Et donc pour le public, c'est une véritable découverte, parce qu'ils ont pour la première fois, à travers 500 œuvres, la capacité de comprendre comment cette mécanique des zoos humains a fabriqué du racisme, a fabriqué de la différence, a fabriqué de la culture de la distanciation. Des hommes et des femmes enfermés dans de véritables zoos humains, infériorisés, moqués, mais également fortement érotisés. Ces spectacles dégradants ont contribué à légitimer le racisme. Ils ont également enflammé l'imaginaire érotique colonial. Une multitude de récits, de rapports, de textes, de tableaux, de romans ont élaboré une image complexe de la femme noire dont un grand nombre de composantes sont encore aujourd'hui actives. On va d'une certaine manière accepter d'aller très très loin dans une érotisation des corps, ce qu'on n'aurait jamais pu accepter pour des populations occidentales. Dans l'exposition des zoos humains, Lilian Thuram, dans cette exposition, on perçoit ça également, cette appropriation par le colon du corps du colonisé. Ce qu'on peut voir, c'est une domination. Parce que même aujourd'hui dans nos sociétés, c'est-à-dire que très souvent, on juge les gens par rapport à comment ils sont habillés. Et celui qui est élégamment habillé est respectable. Celui qui est presque nu est nié et est présenté comme un sous-être. Donc ceci va durer pendant de longs siècles. Un rapport extrêmement complexe. L'espace colonial, c'est aussi l'espace où tout est offert, tout est libre. L'homme blanc, quelque part, a tous les pouvoirs, donc aussi sur les corps. Mais c'est une continuité par rapport à l'histoire de l'esclavage. Rappelons-nous le code noir, la propriété du corps appartient au maître. Et il y a une continuité là-dessus, il n'y a pas eu rupture avec les abolitions. On considère qu'on a le droit de prendre la terre, on a le droit de prendre les hommes pour les forts, et on a le droit de prendre les femmes pour le sexe. À ce moment-là, les expos coloniales, c'est quoi? Pour juste l'imaginer, c'est comme une immense foire dans laquelle chaque pavillon doit symboliser un territoire de l'Empire. Alors vous avez l'Algérie, le Maroc, l'Indochine avec le temple d'Angkor qui symbolise le Cambodge, vous avez le Sénégal qui va montrer ses arachides avec un village lacustre, et puis il reste les vieilles colonies. Alors les Antilles, soit elles se montrent séparées, Martinique d'un côté, Guadeloupe de l'autre, soit fusionnées. Et d'une manière assez systématique, c'est le folklore qui l'emporte. Il va y avoir bien sûr un peu la rumerie reconstituée, il va y avoir que des femmes en termes de figuration. Alors ça c'est intéressant, pour ainsi dire que des femmes. Ah, pratiquement que des femmes à chaque fois. Et vous le regardez depuis 1869, l'expo de 78 universelle, 1889, l'expo universelle de 1900, à chaque fois des femmes pour les pavillons. C'est la gentille doudou, en madras, qui offre un verre de rhum aux visiteurs et qui a l'accent très sympathique. Voilà ce que l'on pouvait voir dans les zoos et salles de spectacle en Occident. Plus de 30 000 femmes, hommes et enfants venus d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, d'Amérique et parfois d'Europe, exhibés, considérés comme des sauvages et étrangetés à venir observer.
C'est cette histoire que cette exposition Zoo humain, l'invention du sauvage raconte. Comment les spectacles de masse, expositions, événements ont forgé opinions et regards. La démarche d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'idée coloniale en France, à la fois a réussi à pénétrer la société française au niveau des stéréotypes, notamment sur la hiérarchisation des races. Une histoire de représentation, de construction qui, au final, a légitimé discours racistes et démarches colonialistes. Une exposition majeure, présentée pour la première fois aux Antilles, qui donne du sens au non-sens. C'est le début d'une thérapie, effectivement, puisque nous estimons qu'aujourd'hui, il s'agit de montrer, de faire en sorte que tout le monde comprenne ce qui s'est passé, pour ensuite mieux faire société ensemble. Il faut convaincre les opinions publiques. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît une évidence. Mais c'est pas si simple que ça. Comment des gens héritiers de la Révolution française ont pu croire et accepter cette idée que de l'autre côté des mers, des gens n'auraient pas les mêmes droits que ceux qui vivaient dans l'Hexagone? Eh bien, les Zoo-humains, comme le discours scientifique racialiste, comme le discours impérialiste, comme d'ailleurs les romans de Jules Verne, ont fabriqué cette mise à distance de deux humanités. Tout le monde ne serait pas égal. Tout le monde ne serait pas pareil. Il y aurait des sauvages et des citoyens. Eh bien, les Zoo-humains, c'est la démonstration vivante en allant au spectacle, en allant voir l'autre, en allant voir le sauvage, qu'il y aurait deux humanités et donc deux statuts légitimes. D'une certaine manière, les Zoo-humains ont légitimé l'ordre colonial. L'ordre colonial, c'est quoi? Au nom de la couleur de sa peau, au nom de la terre où on est, nous n'aurions pas les mêmes droits que ceux qui vivaient dans les métropoles. L'histoire n'est pas passée, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas oubliée. Il y a des choses qui se sont passées et qui ont toujours leur dynamique aujourd'hui dans le quotidien. Et donc ce regard sur l'étrangeté, sur l'étrangeté qu'on transforme en monstre, tout ça, il y en a toujours des résidus.